Comment est-ce que tous font pour laisser les problèmes et aller à la rencontre des innocents? Parce que... Peut-être ne sont-ils pas suffisamment informés. Parce que le narratif du Congo, ce n'était plus Kagame. Les Nanga n'étaient que des Sipo. Le responsable était Kabila. Alors, comment Mouyaya peut dire nous avons évolué, mais sans avoir discuté avec le véritable problème? Nous avons fait un pas. Non, nous avons fait un pas comment? Pendant que nous n'avons pas discuté avec le vrai problème. Donc, ça veut dire l'État congolais avait menti. Kabila n'est pas le problème. Mais pour bien vous répondre, Kabila n'était pas à Goma. Kabila a fait sillonner l'Afrique australe et d'autres parties de l'Afrique pour expliquer sa volonté de venir participer à l'effort de paix au Congo. Il a dit à Thabo Mbeki, il a dit à d'autres présidents que moi, Kabila, j'ai dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous ne pouvons pas détruire ce que nous-mêmes nous avons construit. Je vais participer à l'effort de la paix. En tant que qui est ancien président comment? Non, ancien président. Ancien président, ça dit, il fait partie des sages. Quand vous dirigez un État, après, vous devenez sage. Vous êtes consulté partout. Surtout que Kabila a fait la guerre avec son père, Afdel. Il connaît bien l'histoire de l'Est. Kabila a combattu plusieurs groupes armés pendant 18 ans. Kabila a participé à des résolutions de plusieurs crises à l'Est de la République. Il en a quand même la matière. Mais la question que nous devons nous poser, quand Kabila a fait, il a discuté avec d'autres présidents, exprimé sa volonté de rentrer au pays. Pourquoi cela doit déranger? Je vais aller à Goma. L'aéroport étant fermé, je vais trouver un pays de transit. Comme tu sais qu'il l'avait fait, le président de la République. Pas d'aéroport à Ouvira, le président avait fait Bujumbura. Vous pensez que les Sud-Africains ne sont pas suffisamment outillés pour comprendre que Kabila était à Goma? Ou que Kabila plutôt est derrière le M23? Vous pensez? Mais tout ce qui se passe sur la RDC, les États-Unis passent par l'Afrique du Sud. Donc ça voudrait dire que ceux qui donnent ces informations-là, jusqu'à preuve du contraire, ne rendent pas un service loyal au président de la République. Kabila demande des preuves lesquelles on n'est pas en mesure d'en donner. Et d'ailleurs, pourquoi alors, si il y en a qui se fâchent que comment il parle des M23 comme si ce sont des Congolais, donc Kabila, il trahit la République. Mais aujourd'hui, Moussene vous l'a dit ici, c'est leur frère. Et Félix l'avait dit devant Uruto que les M23 ce sont des Congolais. Et le débat était clos sur ce sujet-là. Et plus loin, je reviendrai en arrière. Quand Félix vous dit, ça ne sert à rien de vous battre pour des lopins de terre, l'EAC sera notre prochain pays, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que nos terres peuvent être gérées par l'EAC. Et maintenant, quand il a vu ce danger-là, il a cherché maintenant à fuir l'EAC jusqu'à refuser d'assumer la présidence tournante de l'EAC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anne. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne
ne nous honore pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Merci de votre confiance et bienvenue sur Politicon, la force du détail. Vous êtes sans savoir que Politicon reste le canal par excellence, le canal indispensable pour rester informé et développer votre pensée critique, tout en participant aux discussions qui animent notre société. Nous allons au cours de ce nouveau numéro revenir sur le grand sujet d'actualité avec des têtes pensantes. Le menu est tellement garni, mais aussi le choix des invités est bien justifié par rapport à la crise qui secoue notre pays depuis quelques mois. Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'une sortie de cette crise. Oui, le Congolais réfléchissent et propose des pistes et de solutions. Nous allons également revenir sur le communiqué conjoint signé entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Que retenir de ce communiqué, mais aussi le point de blocage ont-ils enfin été débloqués? Et qu'est-ce que rassure désormais toutes les parties? Qu'elles vont regarder dans la même direction, baliser les chemins qui nous conduira inéluctablement vers la paix. On annonce ou on apprend depuis quelques heures que l'ancien chef de l'État prend part à l'investiture au niveau de Swaziland. Nous allons revenir d'ailleurs avec beaucoup de détails, avec des images exclusives que nous allons vous proposer. On est content de mettre la main aujourd'hui sur Henri Tshimbalanga, les très pondérés Henri Tshimbalanga. Comment allez-vous? Non, je suis bien portant. Merci beaucoup pour encore cette énième invitation au partage de ce qu'est la situation de notre cher RDC. Parce que moi, j'ai toujours considéré que nous ne sommes pas à l'heure des débats inutiles, mais plutôt à l'heure des réflexions. Lesquelles réflexions? Peut-être que si ils en seront intéressés, ceux qui ont la charge de diriger le pays à différents niveaux peuvent aussi puiser et peut-être en faire plus. Toujours aidé par l'objectivité journalistique. Oui, avez-vous l'intention de diriger demain? Je pense que ce serait je peux dire, c'est légitime parce que on ne peut pas laisser comme ça notre pays à des personnes en qui on a toujours fait confiance et finalement nous vivons que des déceptions. Donc je pense qu'en tant que citoyen congolais et se sentant bénéficiaire de la providence, de ces capacités-là à répondre, à remplir correctement des tâches, nous pensons qu'à l'occasion, on va s'y mettre. Et en regardant la gouvernance actuelle du pays, la classe politique dans son ensemble, qu'est-ce que vous revote le plus? La qualité d'abord de cette classe politique qui s'est caractérisée par la médiocrité, à volonté, parce qu'ils en ont fait, ils préfèrent les antivaleurs, qui les poussent même
à envoûter même ceux qui ont les premières charges. Je me souviens de ce que avait déclaré en dernier Joseph Kabila, et on s'en était moqué. Mais pourtant, il disait une triste réalité, que j'ai échoué de changer le Congolais. On n'avait pas approfondi, et c'est ce que nous vivons. Regardez comment cette classe politique se comporte. Alors le plus grand travail, le plus grand défi sera d'abord de transformer l'homme congolais avant de prétendre même occuper des postes de responsabilité demain. Absolument, parce que vous savez, l'habitude est une seconde nature. On pensait qu'on va faire rupture avec les anciennes habitudes du MPR, c'est-à-dire on est attaché à l'individu président de la République qu'à la nation. Malheureusement, nous sommes toujours là et on a développé que ces sales habitudes-là, au détriment de la patrie, on voit plutôt l'individu. C'est pourquoi les gens sont sans gêne, sans honte. Hier, Sepp Moné a démontré à la face du public combien Tshisekedi c'était un bon à rien, combien c'était Joseph Kabila, l'homme le plus intelligent qu'Étienne Tshisekedi. On a assisté à ces démonstrations-là. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui hier disaient même Kabila Totondiote. Ils ont même créé des partis politiques portant le nom de Kabila. Kabila Désir, de surcroît des professeurs des universités. À la première occasion, ils ont changé de casaque. En l'occurrence, ils chantent à la gloire aujourd'hui de l'actuel chef de l'État. Kinke Moulumba, c'est le représentant de Félix dans le Grand Bandundu. Comment on peut expliquer cette mutation-là? Mais n'est-ce pas que l'on dit que la politique est dynamique? Mais le dynamisme... 30 secondes. Ok, le dynamisme politique, je ne pense pas que vous pourrez me contredire, ne s'inscrit pas dans cet état de choses. C'est-à-dire, vous vous attachez aux individus qui ne sont que éphémères. Mais le dynamisme s'inscrit de façon positive à cette manière-là. Sûrement, vous pouvez changer de stratégie, de discours, mais en maintenant l'objectif poursuivi. C'est ça le dynamisme, c'est-à-dire vous changez de stratégie par rapport aux acteurs différents, mais vous avez le même objectif. C'est pourquoi nous sommes en difficulté de comprendre le jeu de l'homme occidental, qui depuis 1960 ou avant même, Lumumba avait déclaré que le plan pour la balkanisation de la RDC est déjà mis en marche. Il n'a pas dit que ça viendra. C'est-à-dire, si vous remarquez depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le plan ou l'objectif, sinon la balkanisation de la RDC, est maintenu, bien que les stratégies varient, même les acteurs. C'est ce qui peut changer. Merci. Donc le dynamisme politique ne s'inscrit pas dans cet ordre d'idées de commencer à suivre les individus. Non. Voilà. Vous l'avez remarqué, l'émission commence déjà sous des chapeaux de roue. Ce sera, on verra à quoi ça va ressembler pendant près d'une heure. Allez, on a aussi préféré terminer la semaine avec Marley Vouvou qui est sur ce plateau. Comment allez-vous? Quelqu'un m'a dit, posez-lui la question, toutes ces prédictions semblent se confirmer par la suite. Mais sur base de quoi à quoi il s'en tient? Ou quelles sont ses sources? Merci, cher Gédéon, pour l'invitation. Je salue mon grand frère Harry Chimbalanga. Je salue le fidèle téléspectateur de cette chaîne. Laissez-moi vous répondre. Quand on est en politique, premier élément, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup approfondir la connaissance, les études, vérifier, enquêter. Nous nous enquêtons. Nous approchons des meilleures sources diplomatiques ici au pays comme à l'extérieur pour avoir les vrais éléments de contour. Parce qu'en réalité, ce que les gestionnaires, ceux qui ont la direction de la République disent au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas en réalité la vérité. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils prennent les avions, aller discuter sur le Congo. J'avais dit, Tshisekedi ne déclarera jamais la guerre, il finira par s'asseoir avec Kabila et le M23. Parce que la nature du pouvoir de Tshisekedi... Mais ici, la tendance est de plutôt avoir des pourparlers avec le M23 et repousser Non. Kabila. Le Congo est sur deux fronts.
actuellement, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'ici, il y a des signatures d'accords entre le Rwanda et l'État congolais aux États-Unis sous la leadership du secrétaire d'État américain, Rubio. De l'autre côté, c'est à Doha, avec des déclarations que moi je qualifie de non conjointes parce que aucune partie a exprimé la volonté de signer ces déclarations. Cela leur a été imposé parce que si c'était de leur volonté, ils allaient le signer depuis longtemps à Doha. Mais vous allez remarquer, le M23 a signé cette déclaration en quittant déjà, à s'échange de Doha, à partir de Goma, et le Kinshasa a signé ici à Kinshasa d'ailleurs. Mais les discussions restent permanentes. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, déjà, on peut tenir même des réunions à distance. Déjà, on ne peut pas nous faire croire que les choses évoluent parce que devant la médiation, personne n'a réussi à mettre l'autre d'accord. Ils ont signé pas par leur propre volonté parce que personne n'avait convaincu personne. Non, c'est pas, lors du dernier c'est parce que les États-Unis, le porte-parole du gouvernement a plutôt déclaré, contrairement à ce qu'une certaine opinion pense, il n'y a jamais eu de point de blocage dans je peux pas, entre Kinshasa et l'AFC-M23. Je ne vais pas aller dans les qualificatifs personnels, mais peut-être vous êtes les derniers Congolais à croire à Mouyaï. Peut-être vous êtes les derniers Congolais. Moi, je vous dis, s'il n'y avait pas blocage, la médiation allait assister aux signatures de ces deux déclarations. Mais ces deux déclarations n'étaient pas signées devant la médiation. D'ailleurs, sous pression américaine. Parce que ni était la signature de ces deux déclarations, l'accord entre l'État congolais et le Rwanda à Washington n'allait pas être signé. Donc, les États-Unis ont pesé pour que les M23 et l'État congolais puissent signer des déclarations afin de baliser le chemin de la signature d'accord. De l'accord entre le Congo et le Rwanda. Et à l'heure actuelle, cet accord est en train, le premier point de vue, je peux dire comme ça, est en train d'être signé. Alors, nous l'avons dit pourquoi? Parce que le prémix de la prise du pouvoir de Tshisekedi n'était pas bonne. Tshisekedi, en prenant le pouvoir, il est allé signer plusieurs accords dans la région et la sous-région. C'est ça le problème, le vrai problème. Vous allez vous souvenir, lorsque la dynamique de l'opposition, cette société qui avait porté la candidature de Martin Fayulu, parce que le candidature était déposé avant la création de la Moukadon, avant Genève. La dynamique d'opposition était décidé d'aller à contentieux à la Cour constitutionnelle contre Félix Tshisekedi comme vainqueur déclaré par la CENI, mais contre la CENI pour avoir déclaré Tshisekedi président alors que Tshisekedi n'avait pas gagné. Kagame était président de l'Union africaine. La lettre de Kagame, à l'époque au président de la Cour constitutionnelle, c'était de suspendre les contentieux afin qu'on puisse recompter le vote. C'est là que Tshisekedi s'était fait voir, jeter dans le main de Kagame, dans le bras de Kagame, en signant les accords. Tshisekedi a signé des accords avec Uhuru Kenyatta. Vous allez le constater, des accords économiques où le groupe Equity Kenyan achète des banques ici. Et quelles conséquences ont ces accords sur la marche harmonieuse de Mais justement, les accords lient un État à un autre État et chaque État signe des accords sur base de ses intérêts. Alors, c'est à Tshisekedi de nous dire. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je ne soutiendrai jamais Tshisekedi. Dans ces conflits, il n'aura jamais mon soutien parce que les termes des accords signés, plusieurs accords signés par lui, moi, je l'ignore. Ces accords sont restés secrets. Alors, j'avais conclu. Rien ne se fera. Tshisekedi ne déclarera jamais la guerre. Tshisekedi va nous amener comme ça jusqu'à la fin. Il va aller négocier non seulement avec le Rwanda, j'avais dit il va négocier même avec le M23. Nous y sommes. Mais nous sommes là. N'est-ce pas qu'il est en train de négocier avec le M23, en même temps il est en train de négocier avec le Rwanda? Parce que la prise du pouvoir de Tshisekedi, la base d'ailleurs du pouvoir de Tshisekedi sont les accords dans la région et dans la sous-région.
Alors, vouloir marcher sur le même accord en international, on ne vous laisse pas. Ce n'est pas l'accord FCC-CAS que vous pouvez rêver un bon matin. Recruter toute la force du progrès de l'IDPS, aller brûler, casser. Les gens disent non, on ne brûle pas la République. Parce que, en international, ceux qui ont eu à faire les relations internationales, la mission d'un État, c'est faire la guerre à d'autres États. Alors, quand vous allez signer... C'est comme ça qu'ils disent. La paix est une exception et la règle est une règle. La guerre est une règle. Alors, aller signer des accords et ne pas la respecter, sachez-les que l'État avec qui vous avez signé les accords, cet État va vous faire la guerre. Alors, lorsque Tshisekedi cherchait à violer tous ces accords, comment est-ce qu'il s'est préparé pour que le pays ne soit pas attaqué? Il devait se préparer à toute éventualité. Mais c'est comme ça. L'Ukraine, sachant que elle ne peut pas se laisser être contrôlée par la Russie, l'Ukraine est allée négocier la paix et sa protection avec l'OTAN. Tu sais qu'il négociait la sécurité du Congo avec qui pendant qu'il cherchait à marcher sur les accords. Allez, merci. On est déjà dans l'émission déjà. Henri Tchimbalanga, qu'est-ce que justifie aujourd'hui le changement de position de Kinshasa? C'est la première question à laquelle vous allez répondre. Et la deuxième question, quel rôle joue désormais Doha dans cette crise de l'Est du pays? D'abord, je commence par le rôle de Doha. Doha ne s'est pas invité dans cette crise de façon injustifiée. Si aujourd'hui les États-Unis seraient derrière le Doha, évidemment, c'est par d'abord leur façon de collaborer, mais néanmoins, on doit se rappeler que quand Félix Tshisekedi était en bon terme avec Kagame, c'est Félix Tshisekedi qui va vers Kagame pour lui confier cette opération-là de raffiner l'or congolais qui sera produit par Sakima, c'est-à-dire exploité sur les 3 provinces, Nord, Sud Kivu et Maniema. Ainsi, il y a d'autres minéraux. Mais l'opération, c'était quoi? Lui-même, ils avaient qualifié Kagame de celui-là qui détient un carnet d'adresses. Donc, lui, n'ayant pas de carnet d'adresses, selon leurs propres termes, ils sont allés vers Kagame, lui proposant cette offre. Et voilà que Kagame, comme il avait entre autres le Qatar comme partenaire, parce que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda, c'est ainsi que Kagame est allé avec cet engagement-là au Qatar pour solliciter maintenant les fonds qui devraient servir à la construction d'une raffinerie pour commencer à faire cette opération-là. Et de surcroît, ils ont maintenant confié le marché, c'est-à-dire l'achat de cet or qui sera produit par Sakima, raffiné au Rwanda, devrait être acheté au Qatar. Et souvenez-vous encore que c'est suite à cela que Kagame a amené Félix au Qatar. Okay. Et c'est de là même qu'il s'est approché de Paris Saint-Germain parce que c'est le Qatar qui gère le Paris Saint-Germain. Donc c'est ça le carnet d'adresse dont on parlait. Voilà, c'est ça le début, comment ils se sont retrouvés à Doha. Les gens doivent comprendre pourquoi Doha se retrouve dans cette histoire. Donc Doha est là non pas pour la pitié ou l'amour des citoyens congolais. Donc Doha aura un rôle d'imposition, vous le pensez? Mais tout à fait. Écoutez, dans le monde politique, même aux États-Unis, les hommes puissants, les hommes d'affaires influent sur la prise des décisions, même à la Maison-Blanche. Mais pourquoi vous avez Elon derrière Trump? Mais à lui seul, même le patron de Google. Mais il a coûté 150 millions de dollars dans la campagne de Trump, lui seul. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est là, est-ce que les décisions qui seraient prises à Doha ou qui seront prises seraient à l'avantage de la RDC, connaissant la façon dont la RDC s'est retrouvée à Doha? Non, pas nécessairement. Regardez même le communiqué ici. Vous voyez, je ne serai pas trop profond là-dessus parce que vous voyez détailler ce qui s'est réellement passé. Ils sont partis de Doha en queue de poisson. C'est chacun, vous êtes arrivé là-bas, maintenant on vous envoie, on vous dit, vous signez. C'est pas conjoint ça.
conjoint, c'est un français facile. Ça devrait comporter les deux signatures sur le même document, y compris même celui du médiateur. D'ailleurs, ce n'est pas une déclaration conjointe, non, ce sont des engagements. Mais comment Voilà. expliquer mais que maintenant, la RDC aujourd'hui communique désormais sur ça, mais le Rwanda, à que je sache, n'a pas encore Mais fait de communiquer Mais ça là-dessus. n'engage pas le Rwanda. Mais c'est C'est pour... là la responsabilité où je reproche à Tshisekedi la communication de l'Union sacrée, ces changements de narratif. Là maintenant, il signe des actes d'engagement avec, Oui. Avec, l'AFC M23. mais un accord de AFC principe. M23 qui est parrainé par, Mais par aux Kigali. États- mais non, attends. C'est ce que l'on Là, a nous toujours dit parlons- ici. Là, nous parlons de Doha. Mais aux États-Unis, les deux ministres des Affaires étrangères signent un autre document. Mais vous savez, je vais en parler pour Laissez-le répondre à... continuer. Je termine d'abord, j'ai pris la Allez-y. deuxième question en premier. Donc, Doha s'est invité comme cela. C'est pour des raisons économiques que Doha, maintenant, fait pression sur les deux, que vous devez trouver solution. J'ai beaucoup investi. Mais ça a été vu. Alors, comme Doha s'est invité pour des raisons économiques, et comme nous le savons depuis toujours que la guerre est d'autres aussi économique, et ce n'est pas une occasion de tirer tout le contour possible de cette situation et d'en tirer profit. Mais écoutez, la RDC, il faut d'abord relever un premier élément. Quand la guerre éclate, le premier réflexe, c'est que la RDC ne devrait compter que sur son armée. Parce qu'il s'agit de la défense du territoire, de l'intégrité du territoire. Et quand on y va, quel en est le constat? Notre armée n'a pas su répondre à ses obligations. Plusieurs localités sont prises sans combat. Et cela a fait que Félix Tshisekedi, qui disait même que je vous promets ici, je vous confirme que jamais Goma ne tombera, quand il voit Goma tomber, logiquement, il va compter sur quoi? Il a dans sa conscience que mon armée a refusé de me défendre. Or, quand vous perdez de par l'armée, votre pouvoir tient à quoi? Si Etienne Tshisekedi a prêté serment dans sa résidence là-bas, c'est parce qu'il n'avait pas d'impérium. C'est l'impérium qui est l'effectivité du pouvoir. Rien que si et seulement si vous avez l'armée entre vos mains, c'est alors que vous allez parler de l'impérium. Si vous n'avez pas une armée entre vos mains, vous faites comment? Donc Félix Tshisekedi, devant une évidence, il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne le lui dire, à moins qu'il soit obstiné, emporté par un orgueil imaginaire, comme Kabound a décrit à sa façon ce régime. Donc, il s'est dit, il est devant une évidence, mais si ce n'est pas moi, Félix, qui ira sur le terrain combattre, mais ce sont les FARDC, lesquels ne font pas ce job-là. Ils ne font que des replis stratégiques qu'ils annoncent officiellement par des communiqués. Mais quand vous repliez, ils ont déjà récupéré combien de localités? Qu'on se le dise. Il s'agit de la République. Que vous soyez fanatique ou pas, mais on perd, on perd. On a déjà perdu. Lesquels espaces nous ne sommes pas capables de récupérer par notre armée? On fait comment? Quand vous allez dans de telles négociations, vous y allez en position de faiblesse parce que c'est vous qui sollicitez qu'on vous remette. Vous n'habitez pas aux Apomba Nandimi, je ne saurais pas me battre contre toi. Est-ce que tu ne peux pas me retourner ces histoires-là? Et dans cette posture-là, ce sont ceux-là, la partie qui détient ce que vous demandez, va vous imposer ses caprices. Cela étant, où est passée la diplomatie agissante qu'on a tant vantée quand c'est Doha qui se retrouve comme par surprise au cœur de cette médiation entre M23 et Kinshasa? Notre diplomatie, en réalité, une diplomatie ne peut être productive que si elle est soutenue par une capacité d'une armée qui puisse répondre. Il n'y a pas de diplomatie efficace sans le rapport de force souterrain. Nulle part au monde, ça ne se fait jamais. Quand vous n'avez pas de défense derrière vous. Parce qu'il s'agit de quoi? Quand vous êtes en face, vous démontrez vos capacités militaires sans les utiliser. Vous dites que voilà, je suis capable de vous faire ça. Donc, on doit s'éviter. Et l'autre, si vous dit, moi aussi, j'appuie sur un bouton, on s'emballe tous, on disparaît.
C'est ce qui se passe même entre les États-Unis et la Russie. Mais nous, maintenant, en face, on a quoi? Par décrier, voilà, il y a 4000 RDF qui sont ici. Mais nous, on a combien? Plus de 100 000 soldats qui n'arrivent pas à défaire ces petits 4000-là. Avec un budget conséquent. Et le budget du Rwanda, c'est combien? Parce que le budget de RDF, c'est à moins de 200 millions de dollars. Donc, ça voudrait dire que notre diplomatie, qui ne bénéficie d'aucune capacité militaire à défendre sur terrain, elle ne peut que tournoyer. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui à 14h, heure de Washington. Donc ici, on sera peut-être vers 19h ou 20h. Et ce sont des documents qu'ils vont signer déjà conçus et imposés par les États-Unis. Ils ont déjà signé. Pourquoi? Ils ont déjà signé. Alors j'ai eu un décalage de l'heure. Pourquoi? Et même dans ça, on a imposé la reprise bilatérale des relations entre le Congo et le Rwanda. Ça voudrait dire... Merci. Il y aura même construction de corridors. Ça voudrait dire que les États-Unis n'ont pas demandé l'avis de la RDC parce qu'ils savent vous n'êtes pas capable de vous défendre. Mais on va vous consulter sur base de quoi? Quand l'envoyé spécial ici est arrivé au Rwanda, il a fait des éloges. On n'a pas fait attention. Donc, en quelque sorte... Ils n'ont pas puni le Rwanda à travers ce... Qui en tire alors un bénéfice? Le Rwanda et le M23. Parce que le M23 maintenant a un statut qui n'est plus celui de terroriste. Vous savez quelque part aussi, le plus malheureux aussi c'est Kabila. Kabila quand il a dit à demi-mot. Il a parlé, il a évoqué les revendications de M23. On l'a qualifié de tous les mots, de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il a raté l'occasion de se taire. Mais curieusement, mais c'est maintenant les revendications des M23 qui seront prises en compte par le gouvernement de Kinshasa. Donc vous comprenez que les États-Unis nous ont laissé se foutre là-bas à Doha avec les M23 face à face. On nous impose de signer des documents, lesquels on nous impose encore d'aller à un dialogue. Voilà. Allez, vous avez le communiqué conjoint entre FC M23 et Kinshasa. Vous dites que ce sont des actes d'engagement que nous avons pris. Mais ici, on parle pour parvenir à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu définitivement, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur de la cessation des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appelle toute la communauté locale à respecter ces engagements au regard de la tension qui monte d'un cran au Congo. Vous pensez que ces engagements seront-ils respectés? Est-ce qu'on va y parvenir? Cher Gédéon, savez-vous que nous sommes là à cause des mauvaises options soulevées ou levées par Félix Tshisekedi et son groupe? Nous sommes à Kinshasa. Tshisekedi prend le pouvoir. C'est lui qui lui a donné le pouvoir, c'est Kabila. Tous nous avons reproché à Kabila. Kabou a dansé ici à 10 ans. Kabila a regardé parmi toutes les formations politiques. Il a vu que c'est l'IDPS. L'IDPS n'est jamais allé chez Kabila, lui chercher, lui demander de l'argent. Kabila nous a donné le pouvoir. À violation de l'article 5 de la Constitution, qui dit clairement tout pouvoir doit être l'émanation de la volonté populaire. Mais là, Kabila n'incarnait pas cette volonté populaire parce que le peuple d'ailleurs avait désavoué Kabila par des marches. Ok? Après avoir pris le pouvoir, avec plusieurs accords dans la région, sous-région, il s'est fait laisser contrôler par des puissances et la personne qui a induit plus Tshisekedi en erreur s'appelle Uhuru Kenyatta. Parce que c'est Tutsi, Uhuru Kenyatta fait partie de l'empire Imatuchi. C'est parmi les puissants de cet empire. Tshisekedi est allé dans les accords. On ne parle que du Rwanda. Mais la route nationale numéro 4 que Tshisekedi a abandonnée entre les mains des Ougandais, cette route traverse pratiquement l'est de la République, en quittant Beni pour chuter à ici aussi Sebuta, à traverser Kisangani et Lituri. Les routes font partie des domaines de souveraineté. Parce que lorsque les étrangers vous construisent des routes, contrôlent votre situation géographique. Et l'Ouganda étant un État agresseur, dans la même zone,
on lui donne une route qui traverse cette zone-là dans son entièreté. Mais on ne l'a jamais considéré comme tel. Hein? Mais justement, tous les rapports des experts des Nations Unies qui qualifient le Rwanda d'un État agresseur, le même rapport, le même expert qualifie aussi l'Ouganda d'un État agresseur. Savez-vous que le chef d'état-major de l'armée ougandaise a reçu un groupe armé, de la délégation d'un groupe armé, les Codeco, en Ouganda, pour discuter de la paix. Lorsqu'on commence à discuter du Congo sans Congo, nous sommes à l'époque coloniale. Avec des groupes armés. Nous sommes rentrés, je ne sais pas si à 1885, à 1908. Parce que là, on discute de nous sans nous. Et on discute de nous avec qui? Avec un groupe armé, qu'on peut qualifier d'un groupe terroriste. Mais terroriste, oui. C'est lui. Peut-être par rapport à. Non, je parle d'abord des Codeco. Codeco. Alors que c'est lui qui prétend discuter avec ces groupes et en partenariat militaire avec nous. C'est-à-dire, c'est avec lui qu'on devait anéantir ce groupe. Alors est-ce que Kinshasa connaît le terme de référence de cette discussion? Je voudrais un peu comprendre votre réaction par rapport à ça, et puis vous allez continuer. On a reçu sur ce plateau Jean-Thierry Mosenepo, communicateur de l'Union Sacrée. Il affirme pas sans rire que le M23, qualifié hier de patins par le chef de l'État, ce sont nos frères. Ils ne les sont plus. Ils sont nos frères. Comment expliquer cette théorie? Comment sont-ils passés des patins à frères aujourd'hui? J'arrive là. Deuxième mauvaise option levée par Tshisekedi, surtout si il est allé prendre plusieurs armées. Nous avons dit, on ne gagne pas une guerre en surmilitarisant la zone de sécurité, mais plutôt en recrutant de vrais stratèges, des techniciens de guerre. La guerre ne dépend pas du nombre de troupes. Ce n'est pas simplement sur le plan numérique, mais sur l'intelligence dans les techniques d'une guerre. C'est pourquoi vous allez voir un groupe de 4000 hommes battre un groupe de 100 000, 150 000. Parce que sur le plan renseignement, sur le plan technique militaire, sur le plan équipement, ils sont efficaces. Tu sais ce qu'il dit? Ces communicateurs, nous avons été traités de haineux, de jaloux, de faire l'apologie de Kagame, pendant que toutes ces armées, après 1, 2, 3 mois, tu sais qu'ils cherchaient à rompre avec eux. Où en sommes-nous avec la force régionale? Elle a plié bagage. Mais... Donc, en fait, nous avons levé des mauvaises options en pensant que tu sais qu'il était le seul maître penseur qui pouvait bien réfléchir sur le Congo. Alors, tu sais qu'il devrait plutôt recevoir les avis de tous les Congolais et recruter de vrais stratèges pour dégager de meilleures synthèses afin de trouver des solutions. La question sur le changement des narratifs, mais ne soyez pas étonnés. Demain, tout celui qui va traiter le M23 d'un groupe terroriste sera traité de haineux, de jaloux par la même union sacrée. Parce qu'ici, on veut nous imposer leur raisonnement. S'ils ont chaud, nous devons tous nous déshabiller. Si eux, ils ont froid, nous devons porter des manteaux. C'est ça la réalité. C'est ça la logique. Parce que je ne peux pas comprendre. Depuis le début de cette affaire, l'union sacrée n'a jamais réussi. C'est un élément très important dans la gestion des crises. L'identité de notre ennemi n'a jamais été bien définie. Tantôt c'est Kagame, c'est l'opposition armée. Tantôt c'est l'opposition armée, tantôt c'est un groupe terroriste. À la tête de laquelle on retrouve Kabila. Tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Katumbi. Même les évêques ont été qualifiés de patrons de ces groupes. Alors quand vous êtes dans un combat et que l'adversaire, l'ennemi n'est pas bien identifié, vous n'allez pas bien l'étudier. Parce que pour étudier Henri Tshimbalanga, je dois l'identifier. Alors le comportement d'Henri Tshimbalanga comme adversaire va m'aider à mettre les contre-offensives contre Tshimbalanga. Déjà, nous avons construit notre échec rien qu'en n'étant pas capable de bien identifier notre adversaire. Et c'est l'échec.
C'est comme si on nous demande de jouer un match de football, mais on ne dévoile pas l'adversaire. Comment le staff technique va développer les techniques sur le terrain? Le staff technique ne saura pas développer un système de jeu pour contrer l'équipe adverse. Parce qu'on ne connaît pas l'adversaire. C'est ça le problème. Le changement des narratifs, nous sommes habitués. J'ai vu Mouyaya dire même, déjà la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kaikwaba, disait déjà... Elle n'est plus trop active, hein? Elle ne devait pas être active. Déjà, moi, je disais à l'époque, la diplomatie a ses propres termes. Allez dire devant le Conseil de sécurité, ce qui, Bozi solution telle, le peuple va sortir contre les... Ça ne se dit pas. C'était un discours menaçant. Contre qui? Alors c'est ça, on revient à l'identité de notre adversaire. On demandait l'aide de la communauté internationale ou on était allé intimider la communauté internationale. Allez, alors dans le cas où le communiqué conjoint et tout ce qui se passe nous serait dicté, la grande question, savoir, est-ce que avons-nous pris l'essence de la mesure ou une nouvelle fois, nous nous sommes fait berner ou nous sommes naïfs et nous tombons toujours dans les mêmes erreurs que vous avez décriées tantôt? Mon grand frère Haïchim Balanga n'a pas voulu entrer en profondeur. En 30 secondes. Ces deux déclarations nous ont été imposées. Pourquoi? Parce que même la signature de l'accord entre le Rwanda et le Congo, on ne pouvait pas les signer sous la... Les États-Unis n'ont jamais été médiateurs dans notre crise. Ni avant, ni aujourd'hui. Aucune fois les États-Unis ont pris la responsabilité publique de prendre la médiation de la crise au Congo, de notre crise. Il faut aller ailleurs. Ces deux médiations, Doha comme Washington, n'a pas de raison sécuritaire, mais c'est pour des raisons d'intérêt économique. Alors, sommes-nous encore naïfs? Mais nous ne sommes pas naïfs. De croire une nouvelle fois à la médiation. Nous ne sommes pas naïfs. Qui serait assurée par Doha. Nous ne sommes pas naïfs, mais nous avons démontré à la face du monde que nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. Et cela fait 60 ans, 65 ans bientôt, que le Congo ne traverse que des crises et la classe politique n'a jamais réussi à donner de meilleures réponses à cette crise. Parce que vous allez voir des intellectuels d'aujourd'hui qui sont dans l'Union sacrée vous dire cette crise dure pendant 30 ans. Mais lorsque vous avez voulu prendre le pouvoir, savez-vous pas que la crise était là? Alors, comment est-ce que vous avez développé vos politiques publiques dans le cadre de votre programme de gouvernance en matière de sécurité et défense? Vous ne pouvez pas aller sur le terrain diplomatique sans avoir une armée réellement dissuasive. Parce que la diplomatie étant une jungle où le plus fort bouffe toujours le plus faible, aller dans cette posture, ceux qui chantent, déjà je suis d'accord pour eux, avec eux, ils ne devaient que chanter, parce que tous les membres de l'Union sacrée de Tshisekedi au dernier, moi Tshisekedi, pas Tshisekedi, après Tshisekedi au dernier, n'ont ni couleur ni philosophie politique. Tshisekedi dit aux Congolais, je vais créer 6 millions d'emplois. Ils disent oui. Tshisekedi rêvait pour dire l'État ne crée pas d'emplois. Ils disent oui. Tshisekedi dit Kabila, c'est un homme sérieux, démocrate, qu'il faut protéger le patrimoine. Ce sont les paroles de Tshisekedi, de Kagame, de Kabound Kabouya. Tshisekedi rêvait pour nous dire le même Kabila, c'est un démon, terroriste, l'AFC. Ils disent oui. Kagame, meilleur ami partenaire, au lieu de dire simplement oui autour sur Kagame, ils sont allés même danser pour Kagame. Merci. Le même Tshisekedi vient nous dire Kagame, c'est le démon, le monstre. Ils disent encore oui. Donc, ces gens, ils ne peuvent que changer les narratifs selon Tshisekedi. Ils ne peuvent que danser. Mais nous qui réfléchissons en République, nous devons réfléchir, nous devons approfondir. Comment est-ce qu'un pays qui a plus de 100 000 diplômés universitaires par année, ça fait 65 ans, n'arrive pas à réfléchir sur une crise qui n'existe que dans une contrée, dans une région. Dans une contrée de moins de 4000 km. Parce qu'il faut dire, la ville de Goma n'a que 73 km². Donc,
si vous êtes incapable, les autres vont décider. C'est comme ça que l'Occident avait décidé sous la colonisation. Sur la colonisation, et nous sommes rentrés en 1885, et je suis désolé de le dire, sous la direction d'un parti, entre guillemets, qui s'était bâti pour la démocratie et l'alternance. Merci beaucoup. Nous allons prendre la réaction de Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Il a commenté quelques sujets d'actualité en images, puis on revient. Et donc, il faut considérer ici que c'est une avancée vers la paix. Alors, j'ai vu aussi beaucoup de questions être soulevées sur la question du dialogue. Les dialogues dont il est question ici, c'est les dialogues entre les signataires de la déclaration conjointe, à savoir les experts du gouvernement et les M23 autour de la médiation qatari. On parle de déclaration conjointe, en droit on dirait Yon Ngere, pour dire que ça engage les partis. C'est un dialogue qui concerne les experts du gouvernement et le M23. C'est dans l'esprit de la déclaration conjointe. À ne pas confondre, parce que lorsqu'on parle de l'idée de dialogue, sauf si alors, par exemple pour le compte du M23, ils viennent, ils disent, bon écoutez, pour nous, dans notre camp, dans les M23, nous avons par exemple des entités comme l'AFC. Nous avons d'autres groupes et nous avons d'autres personnalités qui viennent, qui s'identifient comme telles. Ils pourront être concernés dans le cadre de ces dialogues suivant l'esprit de la déclaration qui a été faite. Donc ici, je pense que nous avons fait un pas et qui n'est pas les seuls. Parce que maintenant, la question, par exemple, de l'aboutissement du processus avec le Rwanda ne se poserait plus. Dès lors qu'on a commencé, en tout cas la première phase, celle du cessez-le-feu, a donné des résultats. On va voir comment ça va se consolider, mais que par la suite, il y aura d'autres rounds des discussions qui seront convenus, fixés par les médiateurs, suivant les calendriers qui permettra aux uns aux autres d'être là, pour voir aussi dans quelle mesure on progresse. Mais entre-temps, vous avez vu qu'il y a le président Faure qui a pris le relais du président Lorenzo, qui a aussi à son niveau 5 comédiateurs qui ont été désignés. Et donc, tous ces processus se font dans l'objectif de ramener la paix. Il faut considérer que la déclaration conjointe d'hier est une étape vers la paix. Et il faudra, les moments venus, dans le cadre du travail qui s'est fait autour du président Faure, pour voir dans quelle mesure, à ces niveaux, l'initiative de paix qui lie les deux pays va aussi donner son résultat. Et donc, considérons-nous tous que nous sommes dans un processus qui est sensible, parce qu'on ne peut pas faire de paix sans compromis. Et là, nous sommes justement engagés dans cette dynamique, et il est important que, y compris les médias, puissent y contribuer. On peut y contribuer en faisant, par exemple, de faire diffusion des informations lorsque vous n'arrivez pas à les recouper tout au moins au niveau. Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, assure que le Kinshasa a fait un pas vers la paix. Allez, quand on suivait les traits, je me posais la question, finalement, on sera engagé dans combien de processus de paix? La question reste posée. Mais je voudrais que nous puissions nous appesantir sur le rôle de l'ancien chef de l'État dans cette crise. Acculé par Kinshasa, le ministre de la Justice, Moutamba, qui donne injonction à l'auditeur général des Forces armées et au procureur près la Cour de cassation d'engager des poursuites contre l'ancien chef de l'État et de saisir ses biens immobiliers qui mobilier. Lui qui a été présenté par les passés comme le véritable financier de l'AFC, comment le cas Kabila sera-t-il alors traité quand on sait que Kinshasa a déjà ouvert une porte aux discussions avec le même patin qualifié hier?
On commence par vous, vous avez 2 minutes. Vous m'avez posé une question que vous estimez de n'avoir pas trouvé réponse. Les engagements pris par l'État congolais à Doha et l'M23 ne dépendent pas de leur volonté. Le cessez-le-feu, le respect, cessation des intimidations ne dépendent pas d'eux. Dès lors que leur signature leur a été imposée. Ça veut dire tout ce qui va se suivre ou la mise en application de ces engagements va leur être imposé encore par la même personne qui les avait imposé la signature. Dès lors, à ce moment-là, nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Visiblement, il n'y a pas de sincérité et d'ouverture d'esprit dans ce que Henri nous faisons. Chimbalanga vous a dit ici, si c'était une déclaration conjointe, ça allait être signé devant le médiateur et sur place, dans le pays choisi. Mais on leur a envoyé des déclarations. Il faut aussi vérifier, est-ce que ces déclarations ont été rédigées par eux-mêmes. Parce qu'on leur a envoyé même des déclarations. Allez, on Quand passe vous suivez Patrick Mouyaya, il dit qu'il n'y a pas de paix sans compromis. En relations internationales, on dit la paix se gagne, ça impose. Vous devez imposer la paix. Quand on dit respect en international, ça dit vous devez l'imposer la paix par des mesures et des dissuasions. C'est pourquoi vous allez, il n'y a aucun conflit entre les États-Unis et la Russie, mais les Américains décident de faire envoyer leurs navires de guerre dans les océans. Mais pour montrer à d'autres pays que nous sommes prêts et nous sommes préparés, vous allez au Corée du Nord, pendant leur fête nationale, ils font sortir même des avions de chasse des dernières générations pour vous dire que vous osez. Parce que la dissuasion n'attend pas que vous soyez attaqué. Même par des défilés militaires. Ce que Tshisekedi a effacé pendant 7 ans, 6 ans, 7e année, à ce mois de juin, ce sont des mesures de dissuasion. Quand l'ennemi voit votre arsenal militaire pendant vos fêtes nationales, il dit comment attaquer. On a compris évoluer. Le rôle de Kabila. Kabila n'a aucun rôle dans cette affaire. C'est lui qui a réchauffé l'M23 au jour d'aujourd'hui. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Par la volonté de décabiliser la République. Nous devons être clairs. Il faut appeler le rouge rouge, le blanc blanc. C'est Tshisekedi qui est allé réchauffer l'M23 par sa volonté de décabiliser la République. Premier élément politique de la décabilisation de la République, c'est de vouloir confondre le changement d'un système politique au débauchage des acteurs politiques. C'est que Tshisekedi appelé déboulonnement. Il est allé prendre les acteurs parce qu'un système politique est développé par un groupe. Est-ce qu'en réalité, je me pose la question, le FCC a pu être déboulonné? Mais justement, parce qu'il existe, il fonctionne, et il y a des cadres qui sont restés loyaux et fidèles. Je suis dans la compréhension de Tshisekedi et sien de l'époque. Ok. Le système politique, si je décide de faire marche avec Henri Chimbalanga, le document, la vision qui va nous guider doit être discutée ensemble, portée ensemble. Donc, vouloir décabiliser et retirer, débaucher les hommes de Kabila. Donc on a appelé déboulonnage, débauchage. Oui. De vouloir débaucher les hommes de Kabila pour faire mal à Kabila, c'est pérenniser le système. Hier, on décriait le détournement, aujourd'hui, nous décrions la même chose. Hier, on décriait le trafic d'influence, nous le décrions aujourd'hui. Ça veut dire que Tshisekedi avait voulu décabiliser le pays, non changer le système de gouvernance. Premier échec. Deuxième échec. Il s'est approché des ennemis d'hier de Joseph Kabila pour faire mal à Kabila. Entre autres, les M23 ont été récits ici. Des faits. Sinon, je suis désolé de le dire que quand vous êtes président de la République, vous ne devez pas veiller que sur les minéraux et les hommes. Vous devez aussi veiller sur la mémoire collective de tout un peuple. Parce que les risques disent la conscience collective est l'âme d'une nation. Tshisekedi ne peut pas laisser ces hommes dire que le M23 n'a jamais été défait. C'est jeter
dans des caniveaux la mémoire de Mamadou Ndala et autres Didier Toumba. qui ont donné de leur Et vie j'en pour passe. sauvegarder notre souveraineté. Le M23 a été défait. Il ne faut pas confondre les villages comme les Tchanzou, les montagnes de Tchanzou, à la ville de Goma. C'est pourquoi Tshisekedi a laissé la ville de Goma partir, en pensant faire la capitulation qu'à Goma. Or, il a laissé là où il devait faire. Restons sur les sujets, les C'est cas ça, Kabila, s'il vous plaît. Il est allé chercher les ennemis de Kabila, le M23. Il a libéré le prisonnier de guerre, le tête passant de M23, arrêté hier par Kabila. Ils étaient ici en Ndolo. C'était pour faire mal à Kabila. Après avoir discuté avec le M23, libérer les Biamoumou, tu sais que dans sa volonté de dékabiliser, il s'est attaqué aux Kabilistes. Ceux qui s'étaient décidés de rester fidèles à Kabila. John Numbi, Ikayabim Karou, Patient Saïba, même la famille, la femme de Kabila, les enfants. Ok? C'était la volonté décidée de faire mal à Kabila. À ne pas avoir réussi à éteindre Kabila politiquement, il a développé un narratif. Lequel? Que Kabila est à la base de l'insécurité. Or, lorsque tu sais que dit donna l'ordre. Est-ce que l'annonce de son arrivée, de son retour au pays par Goma, les médias internationaux ont aussi surfé sur l'actualité, est-ce que ça ne confirme pas la thèse de Kinshasa? D'abord, avant de s'attaquer à Kabila, si Kabila était à Goma, selon eux, pourquoi on ne peut pas aller à Goma? Tu sais qu'elle peut nous expliquer? Pourquoi on ne peut pas? Est-ce qu'il faut avoir le visa? Il faut quoi? Est-ce que nous n'avons plus nos 2 345 410 km²? Pourquoi on ne peut pas aller? C'est pourquoi moi j'ai pris la décision d'aller à Goma passant par Kigali. Je vais aller à Goma, c'est chez moi. Je vais aller à Goma. L'aéroport étant fermé, je vais trouver un pays de transit. Comme tu sais qu'il l'avait fait, président de la République. Pas d'aéroport à Ouvira, le président avait fait Bujumbura. On risque de vous accuser de collusion avec on a accusé Kabila. les M23. On a accusé Kabila d'être le la ville est sous contrôle le responsable direct du M23 forces rebelles. Mais aucun médiateur a cherché à rencontrer Kabila. Premier élément. Aucun médiateur. Ni João Lourenço, ni Uhuru Kenyatta, ni actuellement le président togolais, ni le MIR du Qatar, ni l'administration américaine. Comment est-ce que tous font pour laisser les problèmes et aller à la rencontre des innocents? Parce que peut-être ne sont-ils pas suffisamment informés. Parce que le narratif du Congo, ce n'était plus Kagame, le Nanga n'était que des Sipo, le responsable était Kabila. Alors, comment Mouyaya peut dire nous avons évolué, mais sans avoir discuté avec le véritable problème? Nous avons fait un pas. Non, nous avons fait un pas comment? Pendant que nous n'avons pas discuté avec le vrai problème. Donc, ça veut dire l'État congolais avait menti. Kabila n'est pas le problème. Mais pour bien vous répondre, Kabila n'était pas à Goma. Kabila a fait sillonner l'Afrique australe et d'autres parties de l'Afrique pour expliquer sa volonté de venir participer à l'effort de paix au Congo. Il a dit à Thabo Mbeki, il a dit à d'autres présidents que moi, Kabila, j'ai dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous ne pouvons pas détruire ce que nous-mêmes nous avons construit. Je veux participer à l'effort de la paix. En tant que qui est ancien président comment? Non, ancien président. Ancien président, ça dit, il fait partie des sages. Quand vous dirigez un État, après, vous devenez sage. Vous êtes consulté partout. Surtout que Kabila a fait la guerre avec son père, Afdel, il connaît bien l'histoire de l'Est. Kabila a combattu plusieurs groupes armés pendant 18 ans. Kabila a participé à des résolutions de plusieurs crises à l'Est de la République. Il en a quand même la matière. Mais la question que nous devons nous poser, quand Kabila il a discuté avec d'autres présidents, exprimé sa volonté de rentrer au pays, pourquoi cela doit déranger? Rentrer au pays, ce n'est pas ce qui dérange, mais rentrer par la ville. Il n'y était pas. Qui est passé sous mais contrôle. Vous avez vu même le changement de l'AFC-M23 depuis quelques mois. Non, il n'y était pas. Kabila n'a jamais foulé les sols. Je vais vous dire, les jours où Kinshasa faisait des bruits inutiles sur Kabila, Kabila était en Namibie. Kabila était en Namibie.
Alors, s'il faut discuter avec Doha et avec les M23 FC parce que Kabila n'y est pas, alors, que devient maintenant les condamnations à mort, les saisines des biens, les autodécispations de partis politiques? Parce que le PPRD est suspendu, mais Kabila ne se retrouve nulle part dans cette affaire. Il n'était pas à Goma. Personne ne l'a rencontré. Personne ne l'a vu. Personne Aucune ne l'a vu. image. Ni les services de renseignement. Alors qu'il faut un élément majeur. Les Congo, depuis 2021, nous avons renoué par les échanges de renseignements avec nos pays voisins. Donc même les renseignements de nos voisins n'ont pas vu Kabila. Alors, et si c'est eux qui ont alerté sur la Mais présence de Kabila à Goma? vous avez soulevé une question dans Vous avez 30 pris beaucoup de temps. Vous avez S'il vous soulevé une plaît. question dans 30 secondes. Il ne faut pas faire foi à Moutamba. Je l'ai dit, j'ai ouvert, Moutamba n'a pas fait le droit, c'est quelqu'un qui a fait le pêche et l'élevage. Pourquoi je l'ai dit? Moutamba fait le pêche Il a fait quoi? le pêche et l'élevage. Comment ça? Pourquoi je l'ai dit? Ça. La saisine des biens n'est pas le pouvoir d'un ministre. Même pas du juge pénal. C'est l'apanage du juge civil. Donc Moutamba ne peut pas ça, c'est ordonner notre la débat. saisine des biens. Ça veut dire ici, je demande aux juristes de saisir les cours et tribunaux contre Moutamba pour outrage à leur science. L'autre fois, vous avez dit sur le même plateau que Moutamba a fait bois et forêt. Aujourd'hui, il a fait encore pêche et élevage. Non, Marlez-vous. j'ai vérifié. Hein? Pourquoi vous n'aimez pas Moutamba? Pourquoi Moutamba décide de marcher sur le principe? C'est ça la bonne question que vous devez me poser. Est-ce que le ministre de la Justice a pour pouvoir d'ordonner la saisine des biens? Allez. C'est comme Jacquemain Chaban. J'ai comme l'impression que ceux qui ont fait le droit font mal à la République. Jacquemain Mais Chaban, pas tous. j'ai dit j'ai comme l'impression, d'abord je n'ai pas confirmé. Jacquemain Chabani décide d'interdire aux membres du FCC de passer sur le plateau de télé. Donc, le ministre de l'Intérieur se transforme en Christian Bossembe. C'est le régulateur, c'est l'autorité de régulation, c'est le CESAC. Comment le ministre s'est octroyé ses pouvoirs? Merci beaucoup. Là, c'est notre débat. Non, c'est pas notre débat. Suspension des activités. Ça veut dire, Les débats maintenant, le c'est PPRD, le cas Kabila. les drapeaux, Comment devra-t-il être les géré? drapeaux PPRD va continuer de flotter. Le PPRD doit continuer de flotter. Ceux qui s'en prennent. Ils ont été Le peuple va s'en prendre aussi à eux. notifiés de la suspension de les Ils ont été notifiés. Quand est-ce que le ministre va notifier l'UDPS? Henri Chibalanga, vous êtes le seul qu'on n'a pas encore écouté dans ces débats. Kabila à Goma, Kabila AFC, Kabila doit être arrêté, mis à mort. Et les tout derniers communiqués suspendant les activités du PPRD. En 2 minutes, comment vous analysez ces dossiers? D'abord, moi, en tant que journaliste, je pense que les faits sont sacrés. Et les faits doivent être établis pour les porter à la place publique. Et surtout en termes d'information, ça doit quand même répondre aux questions de référence. Sinon, ce n'est pas un papier de presse. D'abord, tout part, le semeur de cette confusion, à mon avis, c'est Olivier Kamitatou. La note qui a été rendue publique sur Jeune Afrique, signifiant le vouloir de Kabila de rentrer au pays par la partie orientale, n'a jamais cité une quelconque ville, à moins Goma. Pas du tout. Du moins, la ville de son retour est restée secrète. Il a parlé de la partie orientale. Premier élément. Mais c'est Olivier Kamitatou qui nous sort Goma, par où Kabila va rentrer. Premier élément qui n'a rien à voir, qu'on ne retrouve pas dans cette communication-là envoyée sur Jeune Afrique. C'est de là que maintenant Kinshasa prend position. Comme pour dire, ça cherchait une occasion pour sauter sur Joseph Kabila. Alors, le rôle joué par Kabila dans ça, moi je pense que s'il faut aussi s'en tenir à ce qu'a dit la bouche autorisée du gouvernement, Patrick Mouyaya, en premier il a dit, il n'a vu ni image ni vidéo de Kabila Goma. C'est pour autant dire que si le porte-parole du gouvernement de la République
doute, parce qu'il n'a pas de preuve de la présence de Kabila à Goma, je pense que tout n'est que spéculation. Donc le ministre de la Justice, je ne sais pas si en Conseil des ministres, ils débattent sur quoi, sur quel type de question. Parce que c'est une question cruciale, parce que ça a mis en mouvement la République. Félix Tshisekedi était mobiliser à Lubumbashi, même tout un gouvernement. était à Lubumbashi bouleverser avec des agendas. l'agenda d'aller au Lualaba. Mais il a écourté juste à cause de cette information-là, faisant état de la présence de Kabila à Goma. Il retourne à Kinshasa. Parce que dans cette hypothèse-là, on comprend, avec ce qu'il y a comme hypocrisie dans les rangs de nos forces de l'ordre, ça peut créer des défections. Si jamais cela était vrai. Parce qu'il y en a qui continuent à croire en lui. Vous avez cité ici Jean-Thierry Moussenepo. Je n'ai pas peur de dire que qu'est-ce qui nous prouve que lui, là, dans son fort intérieur, il a quitté Kabila. Pour être aujourd'hui Tshisekedi. Il n'est pas passé de Kabylie à Tshisekedi. Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens que vous voyez là. Ils ont fait des enfants à l'époque et ils ont donné le nom à Kabila. Et les mêmes personnes ont fait encore des enfants sous Félix. Ils ont donné encore à Félix le nom de Tshisekedi. Donc il se retrouve, s'il trouve que ma femme ne peut plus donner des enfants, il va l'engrosser ailleurs pour donner à Félix le nom. Et vous pensez ce genre de politique peuvent nous dire, nous convaincre que maintenant ils sont Tshisekedistes. Bon, ils peuvent être Kabilistes et Tshisekedistes, mais curieusement, ce qui compte pour nous, ils ne sont pas patriotes. Est-ce que, même si Kabila était à Goma, est-ce que ça renforce ou ça renforcerait la thèse selon laquelle il est le véritable financier de l'AFC 23? Si l'arrivée de Kabila à Goma fait mobiliser tout un gouvernement, qu'est-ce qui adviendrait s'il décidait de revenir par Ndjili? Bon, moi, je pense que les services, ceux qui ont la charge étatique de donner des renseignements, des informations au président de la République, ne lui rendent jamais des services loyaux. Je vous donne un petit exemple sur Salomon Escadé. L'OPJ, de surcroît un colonel des renseignements militaires, qui fait maintenant un point de presse pour convaincre l'opinion, affirmant qu'il a été trouvé sur lui une arme de guerre. Il donne même le numéro et le type de l'arme. Voilà que Matata Pogno surgit pour dire que mais ce revolver-là, Jericho, dont voici le numéro, appartient à mon garde du corps, avec qui je suis depuis que j'étais Premier ministre. C'est comme ça que cette histoire est tombée. Ça voudrait dire, ils ont monté, et puis ils ont été rattrapés, et ils ont fait le même bulletin d'information au président de la République. Et quand le président reçoit, il croyait en ça. Et ce n'était qu'un mensonge. Il a été encore une fois débouté par un écolier à Ituri ou Beni. Or, quand lui, il était à Kinshasa, il a cru dans ces informations-là qu'il s'agissait d'une manipulation des politiciens. Mais il arrive devant l'écolier, il demande pardon, que je n'avais pas ces informations. Alors, quelles sont les informations qu'on donne à Félix Tshisekedi par ceux qui sont payés par l'État congolais pour faire ce travail-là? Mais au final, ça le rend vous pensez ridicule. une nouvelle fois, Tshisekedi a été peut-être induit en erreur Mais Kabila, par ses lui, services. écoutez, Si c'est le cas, donc toute cette communication va tomber à l'eau. vous savez que Kabila le dit devant le président sud-africain, que Tshisekedi donne des preuves. Vous savez que l'Afrique du Sud a des ambassades ici, a une ambassade ici. Le rôle de ces ambassades-là, c'est quoi? Ce sont des renseignements. Vous pensez que les Sud-Africains ne sont pas suffisamment outillés pour comprendre que Kabila était à Goma? Ou que Kabila plutôt est derrière le M23? Vous pensez? Mais tout ce qui se passe sur la RDC, les États-Unis passent par l'Afrique du Sud. Donc ça voudrait dire que ceux qui donnent ces informations-là, jusqu'à preuve du contraire, ne rendent pas un service loyal au président de la République. Kabila demande des preuves lesquelles on n'est pas en mesure d'en donner. Et d'ailleurs, pourquoi alors, si il y en a qui se fâchent que comment il parle des M23 comme si ce sont des Congolais, donc Kabila, il trahit la République. Mais aujourd'hui, Moussenepo vous l'a dit ici, c'est leur frère. Et Félix l'avait dit devant Uruto que les M23 ce sont des Congolais. Et le débat était clos sur ce sujet-là. Et plus loin, je reviendrai en arrière. Quand Félix vous dit, ça ne sert à rien de vous battre pour des lopins de terre, l'EAC sera notre prochain pays, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que nos terres peuvent être gérées par l'EAC?
Et maintenant, quand il a vu ce danger-là, il a cherché maintenant à fuir l'EAC jusqu'à refuser d'assumer la présidence tournante de l'EAC. Donc, il a compris que c'était des très mauvaises décisions prises par lui et non pas nous héritées par Kabila. Alors, Donc, quel rôle alors Kabila moi, je ne pourrait vois pas. jouer dans la résolution de cette crise? Oui, le rôle à jouer et le rôle qu'il aurait joué, je pense que c'est deux choses différentes. Donc, pour moi, jusque-là, je ne sais pas comprendre quel est le rôle qu'il a joué dans l'EM. D'ailleurs, lui-même a dit, si j'étais... Non, le rôle qu'il pourrait jouer dans la résolution de la crise. Dans la résolution, c'est tout à fait normal. De tous les Congolais vivants que nous sommes là, il n'y a que Kabila qui a beaucoup plus d'expérience d'avoir dirigé le pays. Il en a 18 ans. Félix est à peine à 7 ans. Donc, on n'a que les deux, jusqu'en ce moment, qui ont cette expérience. Les autres, ministres ou pas, tu n'es qu'un chef sectoriel. Tu n'as pas dirigé la nation. Gouverneur, ministre, ambassadeur, vous n'êtes rien devant la nation. Parce que c'est quand on prend ces fonctions-là. Félix l'a avoué devant TV5 Monde, que d'ailleurs, depuis que je suis là, je comprends même que tout ce que nous disions sur Kabila, c'était le fait de la diabolisation. Ça voudrait dire que quelqu'un qui a, dans le cas de la RDC, dirigé pendant 18 ans, il arrive, il trouve le pays occupé à 67% par différentes rébellions. Il se met à la disposition de cette volonté de réunifier le pays. Il n'a jamais été le blocage. Il a rassemblé tous les belligérants, lesquels ont des responsabilités dans ce que nous déplorons comme en termes d'infiltration. Mixage et brassage, notamment. Parce que quand on y va en 2004, Kabila, quelle armée? Ce sont les Kadogo, les Joël Kitenge, les Yorubo. C'est ce qu'on avait comme armée. Une armée nationale. Parce que tous les Rwandais sont partis se reconvertir en nouvelle rébellion RCD. Et Bemba nous ramène les Ougandais. Souvenez-vous du général Mustafa, officier du MLC, mais un Ougandais qui nous a exterminé nos FRDC, qui étaient cantonnés dans la base de Kitona par des nourritures foutues, empoisonnées. Mais aujourd'hui, ceux qui sont responsables de cette infiltration sont dans le gouvernement. Mais c'est ça la vérité et la force de l'histoire et la beauté de notre histoire. Quand ils reviennent en 2009, Kabila l'a reconnu en 2013 que c'était une erreur. Mais qui sont revenus? Ce ne sont pas des nouveaux Rwandais que Kabila a ramenés. Ce sont ceux qui ont fait défection, qui reviennent par le RCD, ils reviennent encore par là. Et il se dit en 2013, on a commis l'erreur en 2009. Et 2013, ils ne sont plus revenus. C'est là que le M23 fut défait par l'opération Pomme Orange. Ils ont négocié que la reprise de Goma, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait casse. Mais les autres, ils n'ont pas obéi à ces négociations-là. On a donné à Jean-François Olenga, le général, à la force terrestre, en remplacement du général Amissi, cette mission de récupérer le tout. Ils ont récupéré par la bataille, d'où les Mamadou Ndala, les Baouma. Voici ce que nous avons fait. Donc, Kabila a vraiment un rôle à jouer aussi pour la paix, en tant que quelqu'un en qui, je vous dis, sans en avoir peur, que beaucoup d'officiers militaires croient encore en Joseph Kabila. En bas? Mais oui, quand vous parlez avec tous ces gens-là, regardez ceux qui ont commis une bêtise. Dans une chambre d'hôtel à Bandal, ce film, nous décidons de prendre, nous les officiers, parce que nos responsabilités, le pays est mal géré. Encore, ça prouve qu'on n'a pas une armée bien formée. Est-ce que des militaires bien formés peuvent faire ça? Allez, ils sont maintenant à la arrive à la paix. Voilà, vraiment, ils sont à la justice. Donc, la marche du pays. Je pense que Kabila, comme tant d'autres, dans cette brèche-là du dialogue, Kabila a un grand rôle à jouer. Alors, pour parvenir alors à cet objectif, qui reste d'ailleurs atteignable, phototique orgueil. L'orgueil, l'humilité, il n'y a que ce valeur qui pourrait nous permettre à nous regarder, non plus comme un chien, non plus un chien de défaillance, mais à nous regarder comme frères. Parce qu'aujourd'hui, même le M23 qui sont devenus des frères. Allez, Kabound qui a fait un réquisitoire contre le régime, apparemment, la prison n'a pas eu de raison sur lui. Il garde la même aura, la même énergie.
c'est l'actualité. Il a tenu un meeting à l'occasion du troisième anniversaire de l'Alliance pour le changement. Vous avez vu, comme les images le démontrent, les abeilles jaunes qui se sont mobilisées à la permanence au siège du parti. Nous sommes dans la commune de Lumété, des mots forts contre le régime, un régime gouverné totalitaire, impopulaire, tribaliste, séparatiste, qui est animé par des personnes incompétentes. C'est l'actualité. Aussi, l'actualité, c'est que Joseph Kabila se trouve en ce moment où nous tournons cette émission dans le royaume de... C'est un royaume Swaziland, oui. Swati. Allez, vous allez conclure un mot et puis je donnerai mon à Tchimbalanga pour conclure. Je voulais compléter un petit peu mon vieux Henri Tchimbalanga. Nous sommes à la fin, vous concluez. Oui, enfin. Kabila, au jour d'aujourd'hui, par son parcours à la tête de ce pays, on doit le considérer comme une bibliothèque dans cette crise. Kabila peut résoudre cette crise dans peu de temps. Parce qu'il sait, il a combattu ces mêmes groupes armés, il a négocié avec eux, il connaît les tactiques de jeu pendant la guerre et sur les tables de négociation. Kabila connaît. Pendant tout le temps où Kabila était au pouvoir, c'est la CNDP et les M23 qui l'ont dérangé. Et il a toujours discuté et combattu contre eux. Il faut laisser Kabila. Il faut plutôt... L'oubli de soi doit nous guider pour que nous devons mettre à la fin de toute chose l'intérêt supérieur de la nation devant toute chose. Parce que si Kabila peut nous apporter la solution, je ne trouve pas de mal de le maintenir à l'extérieur du pays pendant que le pays est en train de se brûler. Kabound est resté fidèle à lui-même. L'autre fois, on m'a posé la question, Kabound est sorti apparemment, il a eu des alliances avec Tshisekedi, il a négocié sa libération. Moi, j'avais dit, je ne peux pas les juger comme ça. Parce qu'à chaque fois que je lui rendais visite à la prison, je prenais 1 heure, 2 heures de discussion avec lui. Je voyais un homme déterminé à combattre contre l'injustice, contre le tribalisme, le népotisme, tous les maux qui rosent au jour d'aujourd'hui notre société. Et je suis dans la joie de retrouver la même personne avec qui j'ai discuté pendant son emprisonnement. Donc, est-ce que son discours ne ressemble pas à celui qui l'a conduit à la condamnation? C'est à 80% le même discours. Pour dire, il tient à lui-même et à ses convictions. Et des hommes comme ça, que nous avons besoin dans notre société. Sinon, vous aurez des gens comme a dit Henri Tchimbalanga, qui met un enfant au monde sous Kabila, il donne le nom de Kabila. Évoluer. Il va aller chercher une copine ailleurs parce que sa femme légitime a atteint le ménopause pour donner évoluer, mettre au monde on est à la fin, donner le nom à Tshisekedi ou à Maman Marthe ou à Maman Denise. C'est cette classe politique qui nous met à genoux. Je chute à dénoncer un homme. Une dénonciation? Oui, qui se fait passer partout. Beaucoup de Congolais sont victimes. Il se fait passer comme un architecte, alors il ne l'est pas. Nous avons contacté, saisi officiellement, l'Ordre national des architectes. Le président de l'Ordre national des architectes nous a répondu par une correspondance que ce monsieur ne figure pas sous le tableau des architectes au Congo. Mais je vous dis, je demande aux services, voici le travail des services. Au lieu d'être derrière Gédéon, Tchimbalanga, les Congolais se font arnaquer à Kinshasa. Et cet homme a été arrêté 2 fois, libéré 2 fois sans jugement. Mais comment il arrive à sauter? Il s'appelle M. Makambo Okouté Jean-Patrice Fils. Il a été arrêté 2 fois, libéré 2 fois. Chaque fois, il est libéré dans l'espace de 2 semaines, 14 jours. Alors, il a des puissants derrière. Alors, si ceux qui nous dirigent jouent le même jeu, ça c'est être ennemi de la nation, jouent le même jeu avec l'ennemi, donc nous sommes dirigés par des ennemis. Cessons d'accuser les autres. Et parmi les dirigeants de la République, il a aussi fait de victimes au sein du gouvernement. Entre autres, Tony Mwaba.
Entre autres, Tony Mwaba aussi est victime. Il a arnaqué même le Ceux qui les le professeur défendent, Tony Mwaba. ceux qui les défendent, ceux qui prennent le courage d'aller le faire sortir dans des prisons Non, lorsqu'il est arrêté, Ils sont très puissants. il est allé arnaquer l'un Donc des... ils sont trop puissants. Il est allé arnaquer l'un d'eux, à la personne du maître, du ministre honoraire de l'EPST, maître Tony Mwaba. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est M. Makambo Okute, Jean-Baptiste Fils, il n'est pas architecte. Vous le voyez, solliciter un Signaler la marché, police. il faut signaler la police, on doit l'arrêter. Il faut même un avis de recherche. Alors, C'est possible. nous sommes en train, Ah, il a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. On est en train, comment trouver sa photo? Parce qu'il faut informer le peuple. Il faut que les services soient informés. Un s'ils mal ne sont de la pas. société. Allez, merci. On reviendra sur ces dossiers prochainement avec peut-être beaucoup de détails puisque l'injustice, tout ça doit être combattu avec la dernière énergie. Allez, un mot pour finir, on est à la fin. Je pense que dans cette dynamique, la démarche pour la paix, on doit être très regardant. Kabila, Katumbi, ce sont les deux grands leaders du Grand Katanga, pour ne pas dire même de l'espace swahiliphone. Alors, on ne peut pas s'en passer, sinon il y aura toujours des frustrations et on va rouler dans un sens contraire. Regardez ce qui va se passer aux États-Unis. Ça revient à ce que Bouloud avait dit au Rwanda, ayant constaté qu'il y a beaucoup d'investissements américains au Rwanda et vantant les mérites de Kagame. Là-bas, maintenant, c'est pourquoi il nous impose la reprise de cette collaboration-là. Donc, le Rwanda n'aura rien perdu. C'est le Congo qui est totalement humilié. Nous pensons qu'on doit se remettre en cause entre nous-mêmes au lieu de s'entre-accuser. Et surtout, quand il y a des officiels qui viennent avec des sujets mensongers. Et d'ailleurs, je déconseille même ce que nous suivons, que demain le 26, Edi Kapende viendra à Kinshasa pour faire une conférence et dire qui a assassiné Mouzé. Il n'a qu'à cesser. C'est ça le sujet de cette conférence? Mais oui, ça va mal tourner. Ça En va, ce moment? mais si. Et surtout, je vais dans le même ordre d'idée. Que je termine Dans juste le même une ordre parole. d'idée. Non, vous avez vos minutes, parlez-vous. Officier supérieur, commandant d'une zone de défense, il est tenu Au droit des réserves. Non seulement ça, je voulais juste dire que lui qui était aide du camp, normalement, Edi Kapende ne devrait pas nous dire le contraire. Pourquoi il a achevé le présumé assassin qui était déjà maîtrisé? Il avait reçu des balles dans les jambes. Il fallait l'amener à l'hôpital pour que maintenant l'entendre. Mais lui, en l'éliminant, c'est-à-dire Il a terre. effacé toutes les traces. Alors, il en est responsable. Sur le plan sécuritaire, il n'a rien à dire. Alors, qu'est-ce qui viendra qu'on nous dise? Le contraire? C'est pour incriminer Joseph Kabila. Alors, si les militaires commencent à tenir des points de presse, nous sommes dans les faux sceptiques. Est-ce que nous sommes vraiment dans l'objectif? Nous sommes dans la fausse sceptique. Les militaires qui sont tenus hors politique commencent à tenir des points de presse. On déconseille ces genres d'attitudes en cette période surtout. Nous vous retrouvons avec le même plaisir pour un autre numéro sur votre chaîne. Bon week-end chez vous.